Vendredi 8 août 1969, minuit. 1050, Cielo Drive, Los Angeles. Une Ford jaune et blanche se gare devant une demeure luxueuse, celle du réalisateur Roman Polanski et de sa femme, l'actrice Sharon Tate. Un homme descend du véhicule, coupe les câbles téléphoniques, plongeant la maison dans un isolement total. 3 femmes le rejoignent. Leur regard est vide, déterminé. Soudain, un véhicule approche. L'homme tire sans hésitation sur le jeune conducteur, le tuant instantanément. Le quatuor pousse la voiture hors de l'allée, attendant en silence de voir si les coups de feu ont alerté les résidents. Manifestement, non. L'homme et 2 des femmes entrent discrètement dans la maison, laissant la 3e faire le guet. À l'intérieur, un homme dort paisiblement sur le canapé du salon. Une jeune femme lit tranquillement sur son lit. Plus loin, une femme enceinte de 8 mois se repose, discutant avec un ami assis au bord de son lit. Soudain, sous la menace d'un couteau, tous sont traînés de force dans le salon et ligotés ensemble. La nuit tourne au cauchemar. Coups de pied, coups de feu et coups de couteau transforment cette nuit en l'une des plus célèbres et des plus tristes d'Hollywood. Movie. Yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Do you remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCP, horreur et culture pop, où nous allons plonger dans les crimes de la famille Manson. Un chapitre très sombre qui a laissé une marque indélébile sur la culture populaire et hollywoodienne. Installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, car ma vision de ce récit risque de ne pas vous laisser indifférent, voire de vous changer un petit peu. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'histoires dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, et je saurai que ce genre d'histoire vous plaît. It's all in the eyes of a dreamer. It's all in the eyes of the man. L'histoire de Charles Manson débute bien avant sa naissance, et ce déjà dans un climat de chaos et dans un climat assez compliqué. Sa mère, Caitlin Maddox, est née dans une famille excessivement stricte et croyante. Résultat, à l'âge de 15 ans, elle se rebelle et commence à fréquenter des garçons, à boire, et se retrouve à un point où elle se prostitue pour pouvoir se payer ses différentes consommations. Résultat, elle tombe enceinte à l'âge de seulement 16 ans d'un homme qui la quitte et la laisse seule et déshonorée. Rappelons qu'avec le contexte de l'époque, nous sommes dans les années 1930, autant vous dire qu'une jeune femme célibataire de 16 ans enceinte, c'est très mal vu. Elle quitte donc le foyer familial pour leur éviter à eux aussi une humiliation. Pour pouvoir échapper à la honte et aux difficultés d'être une femme célibataire dans les années 30, elle épouse un homme, William Eugene Manson, dont je n'ai pas trouvé d'illustration, je m'en excuse, en 1934. Et peu de temps après, le 12 novembre, elle met au monde le petit Charlie. Même si ce n'est pas son propre fils, William Eugene Manson décide de quand même reconnaître l'enfant et donc de lui donner son nom. Nous avons donc la légende qui vient de naître, Charles Manson. Malheureusement, le mariage prend fin à peine en 1937. Il faut savoir que Caitlin n'en a rien à foutre, très très clairement, de son fils. Pour vous montrer à quel point elle s'en fiche de Charlie, elle se retrouve même à le vendre, symboliquement pour le coup, à une serveuse qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le prix de Charlie a été
une bière. Évidemment, l'un des frères de Caitlin part à la recherche de Charles et l'a retrouvé assez rapidement. Sa mère le récupère, mais quand il est âgé d'à peine 6 ans, celle-ci commet un braquage à main armée. Elle est envoyée en prison et Charlie, lui, est envoyé chez l'un de ses oncles qui est très strict. Mais il faut savoir qu'à l'école, ça ne se passe pas du tout bien pour lui. Ses camarades passaient leur temps à lui rappeler que c'était un bâtard dont la mère se trouvait en prison. Grosse ambiance déjà très jeune. Bon, jusqu'au jour où il s'est vengé et a cramé tous les cadeaux de Noël de ses camarades, ce qui fait qu'après, on lui a foutu la paix. Déjà, voilà, quelques petits soucis. Une fois qu'elle est sortie de prison, Caitlin récupère donc la garde de Charles, mais elle va pas mettre bien longtemps à la reperdre. Résultat, alors qu'il a seulement 12 ans, Charlie est envoyé à la Keble School for Boys en Indiana, une institution religieuse où les châtiments corporels sont légion et classiques. Charlie réussit alors à fuguer et à se rendre chez sa mère parce qu'il l'aime énormément, sauf que le lendemain, il se rend compte que celle-ci appelle la police pour qu'il soit immédiatement renvoyé dans l'école religieuse. C'est cet événement qui a vraiment brisé la confiance que Charles avait envers sa mère. Et cet événement marque le moment où Charlie va perdre vraiment confiance en la société, va se sentir rejeté et ça va le plonger dans un profond désespoir, déjà si jeune. Don't do anything illegal. Beware of the eagle. Toujours âgé de 12 ans, Manson réussit à s'échapper et pendant un temps, il va vivre seul dans les rues d'Indianapolis, dormant dans des parcs, sur des bancs et vivant essentiellement de petits boulots pour se nourrir. Bien évidemment, il est rapidement arrêté, un enfant de 12 ans seul dans la rue. Voilà. Et il est envoyé cette fois-ci à la Boys Home du père Flanagan. Mais au bout de 4 jours, Charlie s'évade avec un camarade volant une voiture. Pendant quelque temps, lui et son camarade vont séjourner chez l'oncle de ce dernier, qui est lui aussi un petit brigand, et qui va donc utiliser les deux jeunes garçons pour commettre différents braquages. Il sera évidemment à nouveau arrêté et sera cette fois-ci envoyé à la Indiana Boys School, qui, sous un nom relativement simple et banal, cache en réalité beaucoup d'horreur. Faut savoir que c'était un institut correctionnel où Manson va recevoir énormément de châtiments corporels puisque là-bas c'était monnaie courante. Il y sera notamment battu et violé, que ce soit par des camarades ou même le personnel de l'établissement. Vous vous en doutez, il va tenter à de nombreuses reprises de s'échapper, ce qui cette fois ne sera pas aussi simple, et il sera sévèrement puni pour ses tentatives d'évasion. À l'âge de 16 ans, il réussit enfin à s'échapper de cet enfer, mais cette fois-ci, ce n'est plus un enfant, puisqu'il a 16 ans. Donc, quand il est de nouveau arrêté, il est envoyé à la National Training School for Boys, qui est en réalité une prison fédérale. Pour lui, c'est quand même beaucoup mieux, fini les camarades et le personnel pédophile, et il va notamment y rencontrer un parrain de la mafia qui va lui apprendre énormément de choses. En 1954, Manson obtient une libération conditionnelle et il va rencontrer Rosalie Willis. Il va tomber fou amoureux de cette jeune femme et ils vont se marier en 1955. Là, on pourrait se dire que ça y est, il y a un petit moment joyeux dans la vie de Manson. Le problème, c'est qu'il a toujours vécu dans des instituts et des prisons et il est donc incapable de savoir comment on vit dans le monde libre. Et comme on ne lui a pas appris comment on peut survivre et gagner de l'argent
quand on est en liberté, il va très vite refaire la seule chose qu'il sait faire, c'est-à-dire des braquages et des vols. Évidemment, il est arrêté de nouveau, mais cette fois-ci, il a la chance de ne pas être emprisonné et il a plutôt une mise à l'épreuve, tout simplement parce que sa femme est enceinte. Mais ça ne change rien, Manson ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il va donc faire d'autres braquages, d'autres vols et cette fois-ci aller réellement en prison. Une fois emprisonné, il apprend que sa femme, Rosalie, est partie avec un autre homme, emmenant donc son fils que Manson n'a jamais vu. Il va évidemment tenter plusieurs fois de s'échapper pour retrouver sa femme et son fils, mais il ne va pas y arriver et tout ce que ça va faire, c'est évidemment rallonger sa peine. Sa femme demande le divorce, il finit par lâcher l'idée et il va rencontrer des gens particuliers. Après avoir reçu une éducation d'un parrain mafieux, il va avoir une autre éducation, cette fois-ci par des proxénètes, et il va se dire que la prostitution, ce serait bien, ce serait ce qu'il pourrait faire en sortant. Il est libéré en 1958 et se dit donc qu'il est temps pour lui de se lancer en tant que proxénète et il va recruter 2-3 filles. Et ce qui va suivre va énormément vous choquer. Manson est arrêté. Encore. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne, on va dire, dans le sens où il va profiter de son séjour en prison pour faire des choses un petit peu mieux, notamment se cultiver. Il va beaucoup s'intéresser à la psychanalyse, à l'hypnose, à la scientologie. Ouais, c'est peut-être pas forcément les meilleurs sujets, mais il se cultive, hein. On peut voir ça comme un point positif. Mais surtout, avec des codétenus, il va découvrir quelque chose qui va réellement changer sa vie, la guitare. C'est vraiment une passion dévorante pour lui, c'est vraiment son nouvel objectif de vie. Et quand il est libéré en 1967, il va même demander 1 an de prison de plus pour continuer à apprendre la guitare avec ses codétenus. Sauf que, évidemment, ça lui est refusé, parce que bon, au bout d'un petit moment, Charlie, t'es mignon, mais ça fait un moment quand même qu'il te voit en prison, en institut, et tutti quanti. Sauf que ça aurait peut-être été une bonne chose qu'il soit gardé. Mais bon, en tout cas, il est libéré de prison. En tout cas, lorsqu'il sort définitivement de prison le 21 mai 1967 à l'âge de 33 ans, il sort enfin avec un regard positif sur la vie. En effet, à ce moment-là, il est déterminé et il sait réellement ce qu'il veut devenir. Il veut devenir musicien. Look at your game, girl. Look at your game, girl. Quand il est libéré, donc en 1967, Manson découvre un monde qui a énormément changé, que ce soit la politique, la musique, le cannabis qui est maintenant absolument partout. Tout va beaucoup plus vite que lorsqu'il est entré en prison. Il va s'installer à San Francisco pendant ce qu'on va surnommer le Summer of Love, c'est-à-dire une sorte de version populaire du mouvement hippie. En gros, la nourriture ainsi que des soins médicaux étaient proposés gratuitement et au milieu de divers concerts musiciens, il y avait l'amour libre, des drogues qui circulaient gratuitement. Bref, un peu une image de ce que va devenir la famille plus tard. Manson va tester pour la première fois le LSD, mais il va pas du tout aimer cette expérience. Par contre, il observe très bien ce que cela peut faire chez les autres. Pour gagner un petit peu d'argent, sans commettre de vol et de braquage, Manson va essentiellement jouer de la guitare dans la rue. Il va y rencontrer Marie Brunner, qui va l'héberger un temps et devenir sa première adepte. À ce moment-là, Manson, accompagné de Marie, va s'acheter un van et ils vont parcourir un petit peu le pays, profitant de cette période d'amour libre et de désinhibition du milieu hippie pour clairement coucher avec plein de jeunes femmes, très jeunes souvent,
qu'il va généralement prendre en autostop. Rapidement, Manson, qui a maintenant les cheveux beaucoup plus longs, pour coller un peu plus au type de l'époque, va attirer beaucoup de jeunes à lui. Ce sont des jeunes en quête de repères qui essaient clairement de fuir la société actuelle qui ne les aide pas puisqu'elle change énormément, donc ils sont perdus, ils consomment énormément de substances et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont très souvent issus de milieux aisés. Il faut se dire qu'ils voient en Manson un petit peu une figure paternelle à qui ils peuvent demander des conseils, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Manson a plus de 30 ans, et les jeunes qui viennent sont plutôt dans une tranche d'âge, on va dire 16-20 ans. Et Manson étant extrêmement charismatique, ayant déjà étudié la psychanalyse et tout ça, et donnant cette image d'homme qui a vécu énormément de choses, est là pour leur donner plein de conseils. Surtout que ce sont des jeunes souvent sous LSD, qui est une substance qui a la particularité de modifier les sens, la perception de tout ce qui est ambiant, au point que certains pensent vivre ce qu'ils appellent des voyages mystiques. Il est donc très facile pour Manson d'inculquer à ce moment-là ces idées, qui ne sont pas du tout celles que vous pouvez imaginer, puisqu'il leur inculque une idée de liberté et d'amour libre. Et c'est ainsi que va naître la famille. Et ce n'est pas la famille Manson, c'est juste la famille. Mais c'est un nom qui est très utilisé dans différents mouvements sectaires ou non. C'est pour ça qu'on parle ensuite de la famille Manson. C'est pour préciser un petit peu presque de quelle famille il s'agit. Mais ça s'appelle la famille et elle est composée quand même majoritairement de jeunes filles. Devenus trop nombreux pour le van assez rapidement, Manson réussit à le troquer pour un ancien bus scolaire que les filles vont décorer à leur façon. Ils vont continuer de sillonner les villes entre orgies et drogue, puis décider un petit peu de s'installer à Los Angeles. Ils vont d'abord s'installer dans une maison abandonnée de Los Angeles, connue à la base pour être utilisée que ce soit pour la consommation de drogue jusqu'à des rituels satanistes. C'est pas ce qui va se passer avec Manson, on va plus être dans un délire hippie. Donc cet endroit qui devient vite the place to be va quand même être trop petit au bout d'un moment, et à l'aide de contacts, etc., la famille va réussir à s'installer dans un ancien décor de cinéma western, le Spahn Ranch. Parce qu'il faut savoir que la famille comptait à peu près 35 membres permanents, mais en tout, il y a eu parfois une centaine de membres. Et donc, drogue, sexe et fêtes rythment le quotidien de cet endroit devenu quand même assez particulier. Mais Manson n'a pas oublié son rêve principal, non, pas gourou de secte, mais chanteur-guitariste. Il va réussir à rencontrer Dennis Wilson, qui n'est d'autre que le batteur des Beach Boys. Vous connaissez forcément les Beach Boys, je ne peux pas vous passer d'extrait, mais quand même quoi, vous connaissez, c'est obligé. En tout cas, Dennis va le présenter au producteur, qui est celui des Beach Boys, Terry Melcher. La première séance d'enregistrement va pas très bien se passer, surtout que Manson est avec des filles, il ne joue pas complètement seul, mais il va pas oublier son rêve, il continue d'y croire. À ce moment-là, il vit un peu chez Dennis, et par un très mauvais hasard, un jour Dennis va tomber en panne et être ramené chez lui par un homme nommé Charles Tex Watson. Séduit évidemment par cette ambiance avec toutes ces belles jeunes filles, Tex décide rapidement de rejoindre la famille. Et on peut le dire, le loup vient de rentrer dans la bergerie. Six City, yeah. Restless people from a sick city. Manson veut toujours percer dans la musique et il finit par insister auprès de Dennis Wilson pour réussir à obtenir une autre séance d'enregistrement, ce qu'il va réussir à faire et enregistrer une dizaine de titres. C'est un peu grâce à ça que vous avez des petits extraits de chansons de Manson à chaque partie. En tout cas, même si Manson a enfin enregistré un album, vous vous en doutez,
l'argent, ça ne tombe pas en 2 jours. Et je le sais, avec la littérature. Dans mon cas, j'ai écrit un bouquin, je ne suis pas riche pour autant, croyez-moi. Mais vous pouvez quand même aller l'acheter, le lien il est dans la barre de description. Mais du coup, le fait que ça ne rapporte pas d'argent, ça fait que Manson ne peut pas réellement subvenir aux besoins de la famille, de toutes sortes, rien que par exemple la nourriture. Résultat, les finances de la famille deviennent de plus en plus critiques et vous le savez, Manson ne sait faire qu'une seule chose. Manson va donc renouer avec d'anciens co-détenus, commettre évidemment divers délits et notamment monter un commerce, un trafic de revente de pièces de voitures volées. Sauf que le regard de la famille va un petit peu changer sur Manson puisque il voyait en lui un idéal d'amour et de paix et maintenant c'est un criminel. Le ranch à ce moment-là est carrément devenu une sorte de boîte de nuit où circule évidemment énormément de drogue mais aussi on y retrouve beaucoup de criminels et des mineurs. Évidemment, à ce moment-là, la police va commencer à garder un petit peu un œil sur ce qui se passe, ce qui fait que Manson commence à devenir un petit peu paranoïaque à l'idée de retourner encore en prison. À ce moment-là, son rêve, c'est de fuir dans le désert et de construire une ville qui serait complètement autonome, sauf que, vu les conditions climatiques de cet endroit, il n'y a pas beaucoup de membres qui sont prêts à le suivre. C'est à partir de là que pour maintenir le contrôle sur ses membres, Manson va commencer à tenir des discours alarmistes, aussi parce qu'il est clairement en train de vivre dans la peur lui-même, et il affirme que la société, elle ne veut pas d'eux, elle les rejette, et que des mouvements contestataires, notamment comme le mouvement des Noirs à l'époque, donc les Black Panthers, sont une menace pour la famille. Alors, en réalité, il n'est pas question de racisme ou de haine envers les Noirs, contrairement à ce que beaucoup ont pu penser. C'est surtout que ça lui est utile, car la majorité de ses membres sont des jeunes blancs issus de milieux aisés. Donc, un petit peu la cible, entre guillemets, des Black Panthers. Et puis, il faut pas oublier que eux, ils savent survivre avec le minimum syndical. Donc en soi, techniquement, vivre complètement hors de la société, dans le désert, même s'il faut de temps en temps aller commettre quelques vols pour pouvoir se nourrir, c'est pas impossible pour eux. Le souci, ce qu'il a oublié quand il tenait ses discours, c'est qu'il s'adressait essentiellement à des jeunes, très souvent sous l'influence de diverses substances. Il était plus que probable que sa paranoïa soit transmise aux membres de la famille, mais surtout que ces discours puissent être mal interprétés. À ce moment-là, c'est explosif, on peut le dire, au milieu du ranch, et il ne manque plus qu'une allumette pour que tout explose, et c'est Tex Watson qui va la porter. En juin 1969, Tex Watson se retrouve dans un trafic de drogue avec un trafiquant noir, Bernard Crowe. Je ne dis pas qu'il est noir par racisme, vous allez comprendre pourquoi je le précise. Donc, ce cher Tex disparaît avec l'argent de Crowe qui appelle au ranch et c'est Manson qui va répondre. Faut savoir que lui n'était pas du tout au courant de l'existence de ce trafic, sauf qu'il va apprendre donc par Crowe que la petite amie de Tex, qui ne faisait pas partie de la famille, est retenue captive et que en gros il va la buter si Manson ne ramène pas l'argent. Mais Manson ne veut pas laisser ça comme ça. Tex est un frère, la petite amie n'y est pour rien. Il décide donc de se rendre chez le trafiquant avec un autre membre de la famille et au cas où, ils vont prendre un revolver, même si aucun des deux ne savent réellement s'en servir, on sait jamais. La situation va très vite dégénérer. Manson demande plus de temps pour réunir l'argent puisqu'il ne l'a pas. Crowe, du coup, s'énerve et donne de moins en moins de temps à Manson, ce qui fait que ça va très vite en venir aux mains. Manson va donc sortir le revolver pour menacer Crowe, mais comme aucune balle ne sort, il se jette sur Manson et dans la bagarre, en fait, un coup va partir droit dans le ventre de Crowe. Manson, à ce moment-là, ne cherche pas à savoir plus et il s'enfuit avec les deux autres personnes.
Le lendemain, Manson va apprendre qu'un des leaders des Black Panthers a été assassiné. Et forcément, comme je vous l'ai dit, c'était un dealer noir. Et donc Manson va croire qu'il a tué l'un des leaders des Black Panthers. Et donc, en faisant cela, il pense avoir déclenché une guerre. En réalité, Crow ne faisait même pas partie des Black Panthers et en fait, il va survivre. Mais Manson ne le sait pas. En tout cas, il croit maintenant que la famille court un très grave danger et décide que la seule chose qu'il peut faire, c'est de les armer. Tous les membres doivent donc apprendre à se servir d'armes à feu et Manson, lui, est extrêmement remonté contre Tex, qu'il considère comme coupable. De colère, Manson va même accuser Tex de lui devoir une vie. Autant vous dire que le climat qui régnait dans le ranch a complètement changé et la peur est omniprésente. Comme je l'ai dit, terrifié pour la sécurité de tous, Manson ne voit qu'une solution, ramener le plus d'armes au ranch et apprendre aux membres à s'en servir. Dans la peur et dans la paranoïa, Manson va tenir trop de discours, trop de mots, trop de phrases qui peuvent être interprétés de différentes façons, mais qui vont amplifier la folie collective. People say I'm no good. Manson prévient, tout va changer à partir de maintenant. La transformation du ranch d'endroit de paix et d'amour libre en un camp militaire est rapide et drastique. La première chose, Manson décide de limiter considérablement la consommation de drogue de ses membres, ce qui, vous vous doutez, va être assez compliqué pour certains vu que ils sont complètement accros à certaines substances. Manson, s'enfonçant dans sa psychose de plus en plus, va demander aux Straight Satans, des motards extrémistes, de venir s'installer au ranch pour assurer leur protection. Certes, les membres de la famille apprennent à utiliser des armes, mais c'est pas des experts. Clairement, on n'est pas sur des tireurs d'élite. Ils ont jamais eu à se battre avant, donc clairement les Straight Satans ont beaucoup plus d'expérience. Manson continue de chercher des solutions pour faire face à la guerre qui approche contre les Black Panthers et aussi continue à chercher de l'argent. Voulant toucher les royalties de son album et aussi d'une chanson qu'il a aidé à faire pour les Beach Boys, il va décider de menacer Dennis Wilson et Terry Melcher en leur posant devant chacun une balle de pistolet. Au lieu de réussir à les forcer à payer comme il voulait le faire, eh bien il est menacé et jeté à la porte. Son rêve musical vient littéralement de s'effondrer sous ses yeux, ce qui était presque son seul rêve ces derniers temps. Il se retrouve une fois de plus rejeté et voit son rêve musical s'éteindre. Manson est de plus en plus instable, de plus en plus colérique et va commencer à tenir des propos classiques de personnes en colère comme « ouais, je devrais buter un tel, je devrais cramer la maison d'un tel ». Ce genre de propos qu'on peut tous tenir quand on est en colère, mais qui cette fois ne sont pas forcément entendus par les bonnes personnes. Et les problèmes vont s'aggraver lorsqu'un autre trafic de drogue va encore une fois mal tourner. Cette fois-ci, c'est Bobby Beausoleil, un autre membre de la famille, qui va être accusé par les Straight Satans de leur avoir donné de la mescaline de mauvaise qualité. Ils obligent donc Bobby à se rendre chez son fournisseur, Gary Hinman, dans le but de se faire rembourser. Bobby part avec Susan Atkin et Mary Brunner pour demander donc à Gary un remboursement, ce que l'homme va totalement refuser. Ils appellent Manson à l'aide, qui débarque à son tour, sachant que je le rappelle, il est complètement parano et en colère. Il va blesser Gary Hinman au visage et de honte, il s'en va au point d'aller passer la nuit entière seul dans les collines. Bobby, Susan Atkin et Mary Brunner ne reviennent que 2 jours plus tard avec la voiture de Gary, mais sans ce dernier. Bobby avoue à Manson qu'ils ont tué le trafiquant, mais que tout va bien, il n'y a pas de souci, ils ont laissé sur place des symboles pouvant faire penser aux Black Panthers, et donc ça devrait être eux qui seront accusés, donc tout va bien, la vie est belle. Manson comprend en tout cas à ce moment-là que la situation devient vraiment critique.
Bobby a peut-être, d'après lui, eu l'intelligence de placer des symboles des Black Panthers pour les faire accuser à sa place du meurtre, mais il n'a pas l'intelligence de changer de voiture. Il se fait donc arrêter au volant de la voiture de Gary Hinman. Pour le disculper, Susan Atkins, Linda Kasabian, Leslie Van Houten, Lynette Fromm et Mary Brunner élaborent un plan insensé, commettre d'autres crimes avec la même signature qu'ils ont laissée sur la scène de Gary Hinman, laissant croire à la police que le tueur est toujours en liberté et donc ne peut pas être Bobby. Pour nous, c'est un plan insensé, mais à leurs yeux, c'est le plan parfait. Elles sont super fières de leur idée et vont immédiatement en parler à Manson qui leur répond qu'elles sont complètement folles. Les filles sont sûres d'elles. Manson, lui, veut s'échapper, mais les filles le supplient de rester. Il va donc voir Tex en lui rappelant que celui-ci lui doit une vie, que lui n'a pas de plan, mais que les filles en ont un. Et surtout, Tex connaît des baraques de riches. Il pourra donc ramener de l'argent pour aider la famille qui en a grandement besoin à ce moment-là. Et puis avoir Tex avec les filles, ça peut être une bonne idée parce que sinon, elles vont faire n'importe quoi. Nous sommes alors le vendredi 8 août 1969. Tex prépare et s'installe au volant d'une Ford jaune et blanche. Vont monter avec lui dans la voiture Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten. L'histoire dit que Manson, n'ayant pas été payé, il aurait voulu la mort de Terry Melcher, le producteur de musique. En réalité, Manson ne sait pas où vit Terry. Il l'a vu au ranch, il l'a vu chez Dennis et il l'a vu au studio de musique. Mais il n'a aucune idée de là où il peut habiter. Tex, lui, par contre, connaît très bien la maison de Terry puisqu'il y a été à de nombreuses reprises pour des soirées. Et Manson a dit qu'il lui devait une vie. Il est donc plus que probable que Manson n'ait pas dit de tuer Terry, mais que Tex se soit dit que c'était la vie qu'il devait prendre pour rembourser sa dette auprès de Manson. Par contre, il y a un léger détail que Tex ignore, c'est que Terry a déménagé et que sa maison appartient désormais à un couple, le couple des Polanski. Au moment où la Ford jaune et blanche démarre, nous ne sommes plus qu'à quelques heures d'un des pires drames d'Hollywood. Arrivé au 1050 Cielo Drive, Los Angeles, Tex descend de la Ford et coupe les câbles téléphoniques. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian le rejoignent. Un véhicule approche d'eux et, sans aucune hésitation, Tex abat le conducteur, le jeune Steven Parent. Tex trouve une fenêtre ouverte, entre, puis va ouvrir la porte à Susan et Patricia, Linda restant à la voiture pour faire le guet. En premier, il découvre Wojciech Frykowski endormi sur le canapé du salon. Tex le réveille en pointant son arme sur lui. Les filles vont chercher de quoi le ligoter, après quoi Susan va faire un tour dans la maison. En premier, Susan aperçoit Abigail Folger, tranquillement installée sur son lit, et qui ne réagit pas en voyant Susan, croyant que c'est une autre amie de Sharon Tate. Sharon Tate, justement, enceinte à ce moment-là de 8 mois, est installée sur son lit et discute avec son ami Jay Sebring. Susan retourne dire à Tex combien il y a de personnes dans la maison et, sous ses ordres, elle part les chercher tous les trois avec la menace d'un simple couteau. Une fois au salon avec Patricia, elles vont ligoter les trois ensemble avec la même corde. Tex leur annonce alors leur terrible destin, mourir. Les otages vont donc, vous vous doutez, supplier pour leur vie, et surtout Sharon Tate, qui est prête à être kidnappée par ses agresseurs jusqu'au moment de la naissance de son bébé, et ce, même si elle doit être tuée après, du moment en tout cas que son enfant, lui, puisse vivre. Et même si la situation semblait sous le contrôle de Tex, elle va très vite dégénérer.
En premier, Jay Sebring va tenter d'attaquer Tex pour le désarmer, mais il va lui tirer 2 balles dans l'épaule, ce qui fait qu'il va tomber, en sachant qu'il est accroché aux 2 autres femmes par le cou. Suzanne décide de ligoter plus fermement Wojtek Frykowski, qui va réussir assez facilement à se défaire de son emprise et ils vont commencer à se battre. Elle va le poignarder complètement à l'aveugle puisqu'il est dans son dos, mais réussit quand même à lui planter 4 fois le couteau dans la cuisse et 2 fois presque au niveau du dos. Malgré tout, il réussit à s'échapper, mais Tex va le rattraper très rapidement, commençant à son tour à le battre. Il va, pour l'achever, lui frapper le crâne avec la crosse de son revolver au point que celle-ci va se briser. Je vous laisse imaginer la puissance qu'il a fallu. Frykowski, qui décidément ne veut pas mourir, réussit quand même à se relever et à sortir de la maison. Sauf que Tex ne veut vraiment pas qu'il s'échappe et il va évidemment le poursuivre dehors. Tex rattrape sans aucune difficulté Frykowski et il va se mettre à le poignarder violemment à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'un hurlement de Patricia provenant de l'intérieur de la maison ne le fasse stopper son assaut. À l'intérieur, Abigail Folger a réussi à échapper à Patricia, c'est pour ça qu'elle a hurlé, mais Tex intervient, l'assomme, lui tranche au niveau de la gorge et la poignarde mortellement au ventre. Il se tourne alors vers Jay Sebring et le poignarde à son tour, le laissant s'écrouler au sol et mourant en se vidant de son sang. Tex ressort alors de la maison. Il n'a pas oublié Frykowski et va enfin finir de l'achever. On comptera en tout 51 coups de couteau sur Wojtek Frykowski. Sharon Tate, elle, était restée relativement calme, s'inquiétant très certainement de la vie de son enfant. Mais en voyant à quel point la situation dégénère, en voyant ses amis se faire tous assassiner un par un, elle comprend que rester calme et discrète face aux monstres qui sont dans sa maison, ça ne suffira pas à la sauver. Pendant qu'ils sont donc tous occupés, elle essaye de s'échapper le plus discrètement possible. Malheureusement, elle est, vous vous doutez, très rapidement rattrapée par les 2 femmes qui vont commencer à la poignarder, rapidement rejointes par Tex qui s'y met aussi, et Sharon Tate va décéder dans d'atroces souffrances. Comme il l'avait dit, ils vont utiliser le sang de Sharon Tate pour écrire et dessiner sur les murs des choses rappelant les Black Panthers dans l'espoir de les faire accuser à leur place. Après quoi, ils vont quitter les lieux. De retour, ils rapportent fièrement à Manson les faits qui viennent de se passer, mais celui-ci, voyant l'état un peu de ses membres, il décide quand même de se rendre chez Sharon Tate pour nettoyer derrière eux. Il est plus ou moins sûr qu'ils ont forcément laissé des traces, vu leur état, mais il part l'esprit relativement tranquille. Sauf que quand il arrive sur place, la réalité lui met un coup de poing dans la gueule. Le récit de Tex ne décrivait pas franchement les horreurs qu'il a sous les yeux. Malgré tout, il essaie de nettoyer, de faire comme s'il ne voyait rien, et lui aussi rentre au ranch. Le lendemain, il est extrêmement choqué d'apprendre à la radio à quel point les victimes étaient célèbres, surtout que les autres ont ramené un butin de $100. On peut se demander du coup, est-ce que Tex, Suzanne et Patricia voulaient vraiment prendre de l'argent ou est-ce qu'ils voulaient juste commettre un massacre? Certes, il n'y avait peut-être pas énormément d'argent en liquide dans la maison, ça c'est possible, mais me faites pas croire que chez les Polanski, il n'y avait pas des bijoux, des bibelots, des tableaux, tout ce que vous voulez qui ne coûtaient pas une blinde. Faut pas déconner. Mais ils n'ont presque rien ramené, ce qui fait se poser des questions sur leurs réelles intentions. Mais en tout cas, pour Manson, une chose est sûre, la prochaine... Le lendemain, cette fois-ci en compagnie de Charles Manson, ils vont chercher une maison à dévaliser. Ils vont chercher pendant plusieurs heures
ayant du mal à trouver une maison qui correspond à leurs attentes, puis se décider finalement pour la maison du couple LaBianca. Munson, étant présent, va rentrer dans la maison et menacer le mari, Leno LaBianca, avec son arme, expliquant qu'il veut son argent. Leno promet qu'il va tout donner, tout ce qu'il a, à la seule condition qu'on ne fasse rien à son épouse Rosemary. Munson, comprenant donc que le point faible de Leno LaBianca est son épouse, il monte chercher Rosemary LaBianca pendant que Tex ligote Leno. Rosemary, descendue au salon, est elle aussi ligotée. Leno révèle les emplacements de tout leur argent liquide, mais malheureusement, ça fait même pas 100 $. Mais désespéré, il explique qu'il a de l'argent dans sa caisse, dans sa boutique. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit Munson décide d'écouter Leno et d'aller jusqu'à la boutique récupérer l'argent, soit il s'agit totalement d'un piège. Munson va donc essayer de faire un bluff pour tester Leno LaBianca. En premier, Munson va demander à Tex de ramener Rosemary dans sa chambre. Tex ne se gêne absolument pas, puisqu'une fois dans la chambre, il assoit de force Rosemary sur le lit, lui passe une thé d'oreiller autour de la tête pour qu'elle ne puisse plus rien voir, et bloque la thé avec le câble de la lampe de chevet. Munson, quant à lui, toujours armé d'un revolver, décide de tourner le dos à Leno pour voir s'il va tenter quelque chose. Il attend un peu, mais Leno reste totalement immobile sur le canapé. Pour lui, c'est un braquage. Il suffit qu'il obéisse et tout se passera bien. Munson décide à ce moment-là de sortir de la maison et de retourner à la voiture. Leslie Van Houten et Patricia Krenwinkel rejoignent Tex à l'intérieur de la maison. Leno est toujours sur le canapé du salon et Rosemary sur son lit dans sa chambre. Tex, d'une rage inouïe, se jette sur Leno LaBianca, arrache son pyjama et le poignarde 4 fois à la gorge et 8 fois dans le ventre. L'homme s'écroule et Tex s'assure de bien l'achever. À l'étage, Leslie et Patricia perdent le contrôle de Rosemary LaBianca qui entend les hurlements de son mari. Elle se débat avec une force désespérée tellement puissante qu'elle va réussir à se lever malgré l'entrave au point que la lampe qui était autour de son cou va aller s'exploser contre un mur. Tex est appelé à l'aide à ce moment-là. Il va se jeter sur Rosemary et avec Patricia, ils vont la poignarder en tout 41 fois. Leslie, elle, ne bouge pas, elle a le regard hésitant et ne fait rien. Mais, poussée par les deux autres, et alors que Rosemary est déjà décédée, Leslie va la poignarder 16 fois de plus. Après leur massacre, les 3 assassins redescendent au salon et utilisent le sang de Leno LaBianca pour écrire à nouveau des messages en référence aux Black Panthers, liant ainsi ce meurtre à celui de la veille chez les Polanski et aussi à celui de Gary Hinman, pour lequel Bobby Beausoleil est toujours suspecté. Cease to exist. Just come and say you love me. Quelques jours après les deux meurtres, un hélicoptère de la police survole le Spanway. Munson pense évidemment que c'est la fin, mais non, en fait, ils sont là pour une histoire de véhicules volés. Ils sont évidemment arrêtés, mais relâchés seulement 2 jours plus tard à cause d'un vice de procédure. Munson est évidemment soulagé, mais pas pour longtemps. La police revient très rapidement pour le réarrêter, et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec les meurtres, puisque cette fois il s'agit d'un trafic de drogue. Munson va rester quelque temps en cellule, alors pas très longtemps, mais suffisamment pour cogiter et se dire que 2 arrestations comme ça, coup sur coup, il y a forcément une balance quelque part. Il soupçonne très rapidement quelqu'un nommé Donald Shee, surnommé Shorty, qui est un cascadeur, mais surtout un ami du propriétaire du ranch, donc Monsieur Span, et qui a toujours peu apprécié la présence de la famille au ranch. Tout juste sorti de prison, évidemment, Munson fait part de cette idée
à ses membres. Le 26 août 1969, Steve Clem Grogan embarque Shorty et, à l'aide d'une énorme clé à molette, l'assassine et jette son corps qui ne sera retrouvé que des années plus tard. Alors, si vous avez vu le film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, il se peut que l'idée d'un cascadeur, ami de la personne qui est propriétaire du ranch, ça vous ait fait un petit peu penser au personnage interprété par Brad Pitt. Il est effectivement très probable que Shorty ait servi d'inspiration au personnage de Cliff Booth, donc par Brad Pitt, puisqu'il y a une scène où il se rend au ranch et où le cascadeur frappe au visage très fortement un hippie, un membre du groupe surnommé justement Clem, comme l'assassin de Shorty. Un petit peu comme si Tarantino voulait rappeler la mort de ce cascadeur mort qui a été un petit peu oublié. Bref, revenons au Spahn Ranch. Vu que ce ranch était devenu beaucoup trop risqué, ils décident d'aller dans un autre de leurs endroits, le Barker Ranch. Pendant plus d'un mois, la famille respire à nouveau, la pression retombe jusqu'au 12 octobre 1969. La police, qui a enfin relié les meurtres de Hinman, Sharon Tate et les LaBianca, arrête Manson ainsi que 27 des membres de la famille. Très rapidement, Kitty Lutzinger et Stephanie Schramm, qui elles pourtant ne sont impliquées dans rien du tout, vont tout balancer. C'est le 18 novembre 1969 que le procureur Vincent Bugliozzi va récupérer le dossier Tate-LaBianca. Il va offrir l'immunité à Susan Atkins, immunité qu'il va ensuite lui retirer, pour qu'elle fasse des aveux en accusant le plus possible Manson. Susan Atkins va donc vendre son histoire au Los Angeles Times et c'est la première fois que Manson va apparaître dans la presse comme ce fameux gourou se prenant pour un mélange entre le Christ et le diable, comme la représentation du mal incarné, comme ce fou furieux qui a utilisé et manipulé des jeunes gens sans défense. Et bien évidemment, c'est cet article qui va être pris et repris et faire le tour du monde. Rappelons que, au départ, l'histoire, c'est un trafic de drogue qui a mal tourné et d'un meurtre, suivi de plusieurs, inspiré des Black Panthers dans le but de faire libérer Bobby Beausoleil. Et puis, faut le dire, Manson, il a un petit peu la gueule de l'emploi pour être dépeint comme le mal incarné dans la presse. Qu'un ancien proxénète ayant passé la majeure partie de sa vie en prison et étant devenu un gourou extrêmement sadique et charismatique qui a utilisé de la drogue sur de très jeunes filles dans le but qu'elles lui obéissent absolument à toutes ses demandes, honnêtement, c'est beaucoup plus sexy pour les journaux. Il devient donc très rapidement le monstre parfait, le sadique ayant manipulé des jeunes personnes, ce tueur en série, psychopathe et sanguinaire qui a forcé des jeunes à prendre de la drogue pour le suivre et tuer avec lui. Et bizarrement, la presse éclipse un petit peu les autres coupables et surtout Tex Watson. Car, je vous avoue, je suis presque certaine qu'en lançant cette vidéo, vous étiez déjà quasiment sûr de savoir que Charles Manson était considéré comme un grand meurtrier et vous saviez peut-être qu'il n'avait en réalité pas tué. Mais je suis aussi quasiment certaine que la grande majorité d'entre vous n'avait jamais entendu parler de Tex Watson, le grand sadique de l'histoire. Faut savoir que les procès ont duré en tout 10 mois, débutant le 15 juin 1970, et c'est ce qui a coûté dans l'histoire des procès le plus cher aux États-Unis. Alors, je vais lire mes notes pour vous dire précisément qui a pris quelle peine pour être sûr de ne pas dire des bêtises. Alors, c'était sous plusieurs procès. Et donc, le premier accusait Charles Manson,
Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten. Tex Watson n'était même pas présent puisque lui, il a été jugé séparément. Ce qui a rajouté au fait que Manson ait été retenu par l'histoire et pas Tex. Les différents procès se terminent enfin le 25 janvier 1971 et voici les différentes peines qui ont été appliquées. Charles Manson, Susan Atkins, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel et Tex Watson ont été condamnés à mort, condamnation commuée en prison à vie en 1972, quand, tout simplement, dans l'état où ils étaient, la peine de mort a été abolie. Bobby Beausoleil a été condamné à la prison à vie, pas de peine de mort. Quant à Clem Grogan, qui a donc assassiné Donald Shee, il a lui aussi été condamné à mort, puis donc à la prison à vie. Sauf qu'en 1985, ce gentil Clem a décidé de dire où était le corps de Donald Shee et a donc été libéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Clem se balade dans les rues américaines dans le plus grand des calmes alors qu'il a assassiné quelqu'un. Les joies de la justice américaine. A mechanical man, and I do the best I can because I have my family. Le plus important dans les procès, ça va être le comportement de Charles Manson. En effet, durant les différents procès, il va très vite comprendre une chose, il n'a aucune chance. Tout le monde le croit coupable et de toute façon, quoi qu'il fasse, ça ne changera pas, surtout depuis l'apparition de l'histoire de Susan Atkins dans les journaux. Du coup, il décide de jouer à fond le rôle que les médias lui ont donné. Il se fait une croix sur le front, qu'il va transformer ensuite en croix gammée. Il va se raser le crâne, il va se comporter comme un fou pendant les interviews. Et de toute façon, en guise de coupable, on a le choix entre Tex Watson, un jeune homme avec un visage quand même plutôt doux, qui a grandi en se rendant régulièrement à l'église, qui avait des bonnes notes, qui était même le capitaine de football de son équipe à l'université. Ou alors on a Charles Manson, un bâtard de mère prostituée alcoolique, qui a passé sa vie d'abord en institution puis en prison, qui a été proxénète et qui physiquement a bien plus la tête d'un méchant que le beau Ted Watson. Donc clairement, les photos de Charles Manson allaient bien plus faire vendre que celles de Tex. Mais si on regarde de plus près, et pas juste en se contentant de presse à scandale avec des titres un peu putaclic, j'ai envie de dire, enfin du coup putalire, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais vous voyez l'idée, ce genre de presse, on se rend compte que Manson a été autant influencé par ses membres qu'il n'a lui-même influencé ses membres. Il n'a jamais eu comme projet de tuer des gens. Et malgré sa réputation de grand gourou qui a manipulé énormément de jeunes, si on regarde de plus près, il n'y a que 6 membres qui ont commis des horreurs. Bobby Beausoleil, Clem Grogan, Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Leslie Van Houten. Je l'ai dit vaguement, à son apogée, la famille comptait plus de 35 membres permanents. Ce qui veut dire qu'il y avait des allers-retours et en réalité, on compterait une centaine de membres. Alors, je ne suis pas une spécialiste des sectes, je n'ai pas étudié toutes les sectes, mais avoir réussi à manipuler 6 personnes sur une centaine, c'est pas un très gros score pour le plus grand gourou cruel. En fait, Manson c'était surtout un très grand naïf. Il n'a jamais appris à vivre en liberté et il pensait qu'il pouvait vivre de paix et d'amour tout simplement grâce à sa musique et un peu au trafic de drogue. Son but c'était de vivre hors du système entouré de belles jeunes filles, mais il ne s'est jamais réellement posé la question à la base de l'argent qu'il allait falloir pour pouvoir mener ce train de vie de gloire et de sexe. En fait, il voulait fuir la société, mais il était, comme beaucoup, esclave de l'argent. Alors, attention, je ne suis pas du tout en train de dire
que Manson est innocent, pas du tout. Il est effectivement co-responsable des meurtres. Mais il n'en est ni le cerveau, ni le principal acteur. Les vrais cerveaux, dont les noms ont été éclipsés au profit de celui de Charles Manson, sont en fait Susan Atkins et bien évidemment Tex Watson. Pour vous dire, même la mère de Sharon Tate a répété plusieurs fois dans la presse que ce n'était pas Charles Manson, le monstre, que c'était Tex Watson et qu'à ses yeux, Manson il avait juste pris pour tout le monde, mais que c'était Tex Watson dont il fallait se rappeler car c'était lui qui avait tué sa fille et pas Charles Manson. This man was not guilty of murdering my daughter, okay? Of all the 7 murders that I know of, he did not commit one of them, all right? I feel that he has taken the blame for all of them. And the ones that should be blamed for is Tex Watson. Mais encore une fois, cette version n'a pas été retenue par l'histoire, bien que ce soit la version quand même de la mère de la plus célèbre des victimes. Manson, c'est plutôt un tueur par correspondance, un homme qui, dans sa paranoïa d'une guerre contre les Black Panthers, s'est laissé persuader que les meurtres étaient la seule solution pour s'en sortir. À la base, Charles Manson, c'est un petit délinquant, c'est un voleur de voitures, c'est un vendeur de drogue. Le problème, c'est que dans sa paranoïa d'une guerre contre les Black Panthers, dans ses discours, où il n'a pas réfléchi qu'il parlait à des jeunes sous substance qui pouvaient mal interpréter ses paroles, il s'est laissé perdre à cause d'un trafic de drogue qui a mal tourné, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a justement perdu le contrôle sur certains de ses membres au lieu d'avoir justement énormément de contrôle sur eux. C'est une perte de contrôle qui a créé les meurtres et pas le contraire. Franchement, le dépeindre comme l'incarnation du mal, comme un immense gourou et un tueur en série sanguinaire, c'est uniquement faire du sensationnalisme. Si vous cherchez des histoires de tueurs sanguinaires, ça manque pas. Je sais pas, intéressez-vous à Ted Bundy, à John Wayne Gacy, à Jeffrey Dahmer. Ça manque pas ce genre d'histoire. Et pour le coup, même Tex Watson correspond mieux à cette histoire de tueur en série sadique. Mais les médias ont préféré vendre l'histoire de Charles Manson, et c'est donc celle que la culture populaire a gardée. Qui fait donc que Tex Watson, qui est le vrai psychopathe de l'histoire, a été éclipsé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si les propos que je viens de tenir sont très différents des propos qu'on entend généralement sur Charles Manson. Mais en tout cas, peut-être que je vous ai éclairé sur comment les médias peuvent prendre une histoire, l'interpréter et faire en sorte ensuite que ce soit cette version qui reste dans la culture populaire, qui s'en empare à son tour et qui va modifier, amplifier certaines choses en oubliant des fois la réalité historique au profit d'une réalité plus vendeuse. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu puisque tous les mois je vous offre une histoire d'horreur en rapport avec la culture populaire et du coup, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous demande d'être gentil dans les commentaires quand même un minimum. À bientôt et en attendant, je vous conseille d'aller voir une vidéo de ma chaîne un peu plus joyeuse ou je sais pas, une compilation de petits chatons parce que n'oubliez jamais une chose, si tu plonges ton regard trop longtemps dans l'abîme te regarde aussi. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot